Mes chers collègues, bonjour. Nous poursuivons donc les auditions engagées sur la mission d'information consacrée à la problématique des complémentaires santé et pouvoir d'achat, en auditionnant aujourd'hui monsieur Thomas Fatoum, directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie, accompagné de Véronique Levendorf, qui est directrice adjointe. Avant toute chose, je vous rappelle que notre mission, qui est composée de 23 sénateurs représentant tous les groupes politiques du Sénat, a été constituée à l'initiative du groupe Rassemblement des démocrates progressistes et indépendants, auquel appartient notre rapporteur, mon voisin Xavier Iacovelli, et que nos travaux, assortis de recommandations naturellement, devraient être rendus publics à l'été 2024, à l'issue de toutes nos auditions et du travail avec les membres de la mission. Donc, on a évidemment choisi d'inscrire nos travaux sur les complémentaires santé dans une perspective qui, certes, part du pouvoir d'achat et de la question du tarif de l'assurance complémentaire. C'est l'occasion, en effet, de faire le point non seulement sur la question bien souvent abordée de la question des frais de gestion des organismes complémentaires, mais nous on souhaite interroger la répartition entre AMO et AMC sur le degré de redistribution et de mutualisation en fonction des revenus, de l'âge, du lieu de résidence, et cela dans le double contexte du vieillissement de la population et évidemment du développement des techniques médicales. Je rappelle, cette audition donnera lieu à un compte-rendu écrit qui sera annexé à notre rapport, et que son enregistrement vidéo qui est disponible en direct, bien sûr, sera disponible également en différé sur le site du Sénat. Je vais sans tarder passer la parole à monsieur le rapporteur Xavier Iacovelli pour de premières questions, en complément évidemment du questionnaire écrit que vous avez reçu. Je vous remercie. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Directeur Général, merci de nous accorder du temps pour cette réunion plénière, cette audition effectivement sur la mission d'information concernant les complémentaires santé et l'impact sur le pouvoir d'achat des Français. Je salue également la présence de nos collègues sénateurs membres de cette mission d'information. Initialement, cette mission a été centrée sur le pouvoir d'achat, surtout des retraités. On a voulu ensuite l'élargir à l'ensemble des Français, mais on se rend compte au fur et à mesure des auditions que c'est vraiment la cible qui est le plus touchée par ces augmentations de complémentaires santé. Alors moi, plusieurs questions, mais après on abordera bien sûr avec nos collègues un certain nombre d'autres questions, mais peut-être les premières sur le regard que vous portez sur la hausse des tarifs des complémentaires santé ces derniers mois et dernières années, et celles qui sont également annoncées pour 2024. Est-ce que sur la généralisation de la couverture complémentaire santé collective pour les salariés, le 100% santé, est-ce que vraiment vous estimez que ça a un impact sur cette hausse de tarifs? Concernant, Madame la Présidente en a parlé, mais le périmètre des AMO et AMC, notre système de prise en charge des dépenses de santé pour les assurés fondé sur une répartition entre l'assurance maladie obligatoire et complémentaire vous semble-t-il efficient? Et est-ce que, et ça c'est vraiment un sujet qu'on retrouve à chaque audition, et notamment ceux des usagers, c'est la lisibilité des contrats et notre capacité à avoir une compréhension pour les assurés. On a aussi auditionné plusieurs fois les professionnels de santé, plusieurs branches de professionnels de santé, et ils rencontrent une difficulté importante sur la charge de travail administratif qui est exigée d'eux entre effectivement la complémentaire obligatoire, la complémentaire, par exemple l'AMO et l'AMC,
Et donc, ça engage des frais importants, soit en termes de secrétariat, soit en termes de temps pour eux. Et donc, comment est-ce que vous voyez les choses, notamment sur la gestion du tiers payant? Certains, même professionnels, renoncent à l'application du tiers payant par faute de temps et de complexité administrative, ce qui est quand même embêtant pour l'assuré. Donc, qu'en pensez-vous? Est-ce que la CNAM pourrait, est-ce qu'elle pourrait mettre pourrait être mise à contribution, pour alléger cette charge? Dans la même veine, on nous parle souvent d'un payeur unique, une demande des professionnels. Je suppose que vous avez eu régulièrement ces demandes, mais c'est vrai qu'en termes de simplification et de rapidité, parce qu'autant l'assurance maladie est plutôt rapide pour régler les professionnels, autant les complémentaires santé un peu moins. Et il y a parfois même des rejets réguliers de la part des complémentaires. Donc, l'idée même du payeur unique, est-ce que vous l'avez déjà étudié? Est-ce que vous pouvez nous donner votre point de vue dessus? Et puis, je vous propose que pour la première salve de questions, on s'en arrête là et on verra après. Merci. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les sénatrices et sénateurs. Beaucoup déjà de questions évidemment importantes auxquelles je vais essayer de répondre. Peut-être pas commencer directement par le sujet de la hausse des tarifs, mais juste faire un petit détour par une première question un peu fondamentale sur la répartition des rôles entre l'assurance maladie obligatoire et les complémentaires, en tout cas sur le partage du financement. Je ne pense pas être le premier à partager ce diagnostic, qui est que c'est avant tout l'histoire qui a abouti à cette répartition des financements, qui est assez d'ailleurs spécifique à notre pays, puisque d'avoir des mêmes soins couverts de façon partagée pour un certain nombre d'entre eux entre un champ obligatoire public et des opérateurs complémentaires, c'est quelque chose d'assez spécifique au système français, qui s'est progressivement d'ailleurs, on va dire, complexifié avec des taux de remboursement, différents. Est-ce que ce système est efficace? Est-ce que si on avait à le redessiner from scratch, si vous me permettez l'expression, on le dessinerait comme ça? Sans doute pas. Je pense utile de partager quelques éléments. D'une part, bien se redire que c'est l'assurance maladie obligatoire qui porte le risque lourd, contrairement à ce que parfois on peut entendre, qui est si j'ai quelque chose de grave, c'est bien parce que ma complémentaire santé me protégera. Je reviendrai sur le fait que cette couverture complémentaire est évidemment une des composantes de la couverture des assurés, est un élément important, mais la réalité, c'est que dans cette répartition du financement, c'est bien l'assurance maladie qui porte le risque lourd, qui porte au travers du système des affections de longue durée, au travers des médicaments pris en charge à 100%, au travers du système qui fait qu'à l'hôpital, dès que vous avez un acte lourd, il est pris en charge à 100%. Et donc, voilà, cette répartition, elle doit bien s'ancrer sur une logique, je pense, qui est très pertinente, qui est sur un système financé de façon, je crois, qui ne dépend pas de votre âge, notamment, ou de votre risque sur l'assurance maladie obligatoire. C'est pertinent que ce système de répartition de financement, il permette à l'assurance maladie publique de jouer à ce rôle sur les risques lourds. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, partager avec vous que sur les années récentes, je pense que l'articulation cohérente du partage des financements s'est fait notamment au travers du 100% santé, qui est pour moi, pour l'assurance maladie obligatoire, une réforme dans laquelle on a su, à la fois d'ailleurs financeurs complémentaires, financeurs publics et professionnels de santé, trouver les voies et moyens de construire un système dans lequel on garantissait un accès aux soins renforcé, à des tarifs maîtrisés, donnant de la visibilité. On pourra y revenir, ça a pu coûter plus cher que prévu, victime un peu peut-être de son succès, mais cette articulation-là qu'on cherchait depuis, je crois, de longues années, elle s'est trouvée dans le 100% santé. Et si on arrive à trouver d'autres terrains d'application de cette logique-là, pas forcément faire du copier-coller, je pense que c'est tout à fait pertinent. Après, je rappelle également que, contrairement là aussi, à ce qu'on peut entendre parfois, cette répartition des financements, elle se traduit depuis 10 ans par une augmentation du niveau de couverture de l'assurance maladie obligatoire, par une diminution du niveau de couverture des organismes complémentaires, du fait du vieillissement de la population, du poids des maladies chroniques, du poids de l'innovation,
qui fait que sur les 10 dernières années, l'assurance maladie a augmenté son niveau de couverture de près de 3 points sur la consommation de soins, là où, encore une fois, c'est pas que les complémentaires se sont retirés, mais quand on a 300 à 400 000 ALD par an, quand on a un taux de remboursement du médicament qui augmente chaque année parce que les médicaments à 100% prennent de plus en plus de poids et qu'ils sont de plus en plus chers, eh bien cette répartition du financement, elle se traduit par une augmentation du poids du financeur public. Et ce qui me fait le lien avec votre première question, c'est que je pense qu'il est intéressant de reposer le fait que l'augmentation des tarifs des complémentaires santé, il est d'abord lié à l'augmentation des dépenses de santé et pas à des transferts du système public, puisque au contraire, le système public, il voit sa part augmenter. Et que, y compris sur la période récente, on se redit que le transfert de la baisse de 10 points du taux de remboursement des soins dentaires représente 500 millions d'euros par rapport à un chiffre d'affaires des complémentaires de plus de 30 milliards d'euros. Donc, on représente moins de 2%, et encore, ça s'est fait sur 2 années, et donc est loin d'expliquer la réalité de l'augmentation des tarifs. Sur cette augmentation des tarifs sur 2024, j'ai eu l'occasion de le dire, hein, mais et c'est des travaux que nous avons menés avec la direction de la Sécurité sociale, et je crois que vous auditionnez après le directeur de la Sécurité sociale, donc c'est des travaux que nous avons partagés, mais largement à leur initiative. Nous avons partagé que techniquement, nous ne retrouvons pas un niveau d'augmentation tarifaire. Nous retrouvons un niveau d'augmentation tarifaire, en tout cas inférieur à ce que nous observons, puisque plutôt sur un ordre de grandeur de 5 à 7%, si on regarde ce qui se passe en termes de dynamique de dépenses et de l'influence des différents facteurs, et pas 8, 10, 12, comme on a pu voir en 2024, tout en rappelant que voilà, c'est un diagnostic technique macro qui évidemment doit être regardé de façon beaucoup plus fine, et cela reste de la responsabilité des complémentaires santé qui sont par ailleurs soumis à des règles prudentielles que vous connaissez. Vous m'interrogez sur les sujets de lisibilité des contrats. Sans vouloir botter en touche, on a pu soutenir et accompagner des mouvements ou des travaux qui ont été menés par les complémentaires santé pour essayer d'améliorer la lisibilité de leurs contrats. On a le bonheur, même si le système peut être complexe, de notre côté, de ne pas avoir cette diversité-là. Donc, il appartient aux complémentaires santé d'assurer cette lisibilité. De ce point de vue-là, mais peut-être qu'on aura l'occasion d'en discuter, je pense que les points de repère, comme sont les contrats solidaires, et plutôt les contrats responsables, offrent une visibilité, je pense, de référence qui est intéressante. Mais nous soutenons tout ce qui peut être fait pour améliorer la lisibilité de ces contrats. Mais encore une fois, ça n'est pas de notre responsabilité. Nous sommes, nous, très engagés sur la promotion, mais c'est pas exactement votre question, sur la complémentaire santé solidaire, sur son explication, sur sa promotion, sur sa gestion également, puisque nous sommes de loin aujourd'hui le gestionnaire principal de cette complémentaire santé. Et donc, nous accompagnons les assurés sur l'explication du droit à cette couverture gratuite ou avec participation. S'agissant du tiers payant, comment dire, d'abord, il faut regarder la situation profession par profession. Elle est différente. Aujourd'hui, notamment dans le secteur de la pharmacie, il faut un tiers payant AMO, AMC, dans lequel chacun gère ses flux, fonctionne de longue date et de manière très positive. C'est plus compliqué avec d'autres professions. Comme vous le savez, je pense, les organismes complémentaires se sont organisés au sein de l'Inter-AMC pour proposer des systèmes de plateforme de vérification des droits qui permet en théorie un tiers payant AMO, AMC relativement facile dès lors que les éditeurs de logiciels déploient ces solutions. Ce déploiement est en tout cas objectivement en cours, mais relativement lent. Mais encore une fois, ça relève de la responsabilité des éditeurs qui regardent si d'ailleurs est-ce que oui ou non leurs clients sont demandeurs. Techniquement, nous sommes en théorie en situation de gérer
un système de payeur unique, comme vous dites, qu'on appelle de notre côté le tiers payant coordonné, dans lequel c'est l'assurance maladie qui fait et après je vais arrêter avec les anglicismes, qui fait le front office et qui se retourne ensuite vers les complémentaires. Je partage avec vous, sauf si j'ai raté un épisode, ou sauf si les représentants des complémentaires vous ont dit le contraire, nos amis complémentaires ne souhaitent pas ce type de dispositif, parce que de fait, ça les prive évidemment d'une relation. C'est pour ça que j'avais précisé que c'était à la demande des professionnels de santé. Oui, c'est pour ça que vous l'avez bien dit. Donc les professionnels, clairement, je vous rejoins, hein, les professionnels, et ça leur simplifie la vie, puisque eux, ils ont un payeur qui les paye, et puis après, c'est lui qui gère la complexité des droits entre l'AMO et l'AMC. Donc les professionnels sont demandeurs, les complémentaires nettement moins, et un tel schéma les prive d'une visibilité vis-à-vis des professionnels, puisqu'en fait, ils disparaissent, puisque c'est nous qui sommes l'unique interlocuteur des professionnels. Ça exigerait de notre côté quand même une gestion très lourde de toutes les données des complémentaires santé pour aller vérifier les droits et gérer derrière en back-office cette complexité-là. Et donc, si on allait vers ce schéma-là, ce serait un schéma qui devrait soit être décidé de façon unilatérale, nous coûter par ailleurs un peu d'argent, mais c'est pas grave, on y reviendra. Enfin, c'est pas grave, en tout cas, on a fait des efforts. Et surtout, difficile à construire de façon non partenariale avec les organismes complémentaires, parce qu'au bout d'un moment, il faut bien récupérer de la donnée chez eux. Donc, nous, on n'est pas, pour être clair, on n'a jamais été demandeur. Le partenariat se ferait de toute façon, s'ils n'ont pas le choix, ils seraient obligés de vous donner un certain nombre de données. Oui, s'ils veulent être payés. Si le Parlement le décide, on imagine bien qu'ils se mettraient dans cette perspective-là. Après, nous ne sommes pas demandeurs. Nous ne sommes pas demandeurs parce que c'est quand même une charge de gestion très lourde, un risque en trésorerie non négligeable que nous devrions porter, puisque le moment où on paye le professionnel, quelle est la réalité des droits de la complémentaire. Alors sur les contrats responsables, c'est facile, mais dès lors que vous allez avoir des systèmes dans lesquels vous allez faire ça sur les dépassements d'honoraires ou non, ça devient honnêtement très, 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 très complexe. Donc c'est un chantier lourd, un chantier complexe, un chantier, j'imagine, pas complètement consensuel avec les complémentaires santé, mais comme vous l'avez dit, si le Parlement, le pouvoir réglementaire le décidait, bien sûr qu'on le mettrait en œuvre. De fait, des solutions existent qui sont honnêtement technologiquement pas hors de portée, dans lequel, et qui sont développées aujourd'hui par des éditeurs qui font qu'il y a un tiers payant, AMO, AMC, dans lequel nous ne faisons pas le payeur unique et dans lequel les flux sont éclatés, et ça existe. Donc ça n'est pas impossible. Mais voilà, aujourd'hui, les éditeurs de logiciels déploient assez peu ces produits. Les professionnels de santé les utilisent pour le moment assez peu. Nous, on essaye, notamment notre priorité dans les prochains mois, c'est de travailler avec les chirurgiens dentistes libéraux, puisque dans le cadre de la mise en œuvre de la convention dentaire, nous voulons approfondir ces dispositifs-là. Mais voilà, tout ça est encore assez lent. Je rappelle par ailleurs que les professionnels de santé peuvent très facilement faire le tiers payant sur la part obligatoire, qui le font d'ailleurs massivement quand la personne est en ALD, et que ça permet aussi de limiter l'avance de frais par l'assuré, puisqu'il n'a plus que la part complémentaire à avancer, et donc ça peut être aussi, en termes de pouvoir d'achat et d'avance de trésorerie, je dirais, une solution qui est à la main des professionnels et qui se pratique d'ailleurs très largement. C'est pas du tout sur la part obligatoire qui pose problème, c'est vraiment sur la part complémentaire. Et donc, oui, mais je veux dire, c'est le tiers payant complémentaire qui pose problème. Bien sûr, mais c'est pas forcément tout ou rien. C'est-à-dire que je suis d'accord. voilà, si vous devez avancer. C'est ce qu'il disait, il faisait effectivement la partie obligatoire, il la faisait, mais pas trop la complémentaire. Je crois avoir essayé de répondre à vos principales questions. Pardon si j'en ai oublié, je peux y revenir tout à fait. Mais comme vous l'avez souligné, la sécurité sociale prend en charge le risque plus lourd, et optiquement et en moyenne, etc., ça fait un reste à charge par assuré par an qui est somme toute modeste par rapport à la dépense de santé. Ceci étant dit, quand on regarde plus finement, et on l'a fait notamment avec l'adresse, les restes à charge pour certains types de pathologies, certaines situations peuvent être importants. Premièrement. Deuxièmement, quand on regarde les données par âge, le taux d'effort, c'est-à-dire la contribution complémentaire, plus le reste à charge, compte tenu de la dégradation de l'état de santé qui est quand même
en moyenne qui connaît une évolution assez linéaire avec l'âge. Donc ce taux d'effort, il peut être très important. Donc on a un système qui, bien que en général, en moyenne, protégeons bien les assurés face à la dépense de santé, selon l'âge, le lieu de résidence, etc., devient assez lourd à supporter pour les intéressés. Je voulais connaître votre appréciation sur les décrets post-loi E20, donc les premiers, et puis 2017, et leur applicabilité, et savoir si au sein du régime général, vous avez travaillé, alors c'est pas votre mission première, vous gérez un système d'assurance maladie obligatoire, vous avez travaillé sur des pistes de mutualisation qui seraient de nature à limiter le taux d'effort des assurés en fonction de l'âge. Pas seulement d'ailleurs, plus généralement, tous ceux qui sont aujourd'hui contraints d'avoir une assurance individuelle. Je pense aux travailleurs indépendants, par exemple. Je partage le diagnostic, et parce qu'il est d'ailleurs, je crois, très, très objectivé, vous l'avez dit par l'adresse, sur le fait qu'il, malgré la protection importante, le niveau de couverture important que permet le système, notamment des ALD, on peut avoir des niveaux de reste à charge, notamment pour les personnes âgées, y compris en ALD, qui restent élevés, notamment parce qu'il peut y avoir des dépassements d'honoraires, évidemment, ou d'autres types de soins, même si le 100% santé, de ce point de vue-là, nous a permis des efforts. Après, je me permets, pardon, de réenfoncer une porte ouverte, mais de redire peut-être qui serait intéressant, mais on ne l'a pas fait dans la période très récente, de faire un peu de benchmark, parce que pour vérifier, y compris sur cette catégorie-là, ce qui se passe dans d'autres pays, et puis y compris de se redire que ce reste à charge serait incommensurément plus élevé sans quand même la protection majeure que fournit le système des ALD. Donc ça a l'air évident de le dire, mais on compare un système et on dit finalement c'est pas très efficace. C'est pas ce que vous avez dit, mais c'est pas très efficace parce qu'il y a beaucoup de reste à charge. On dit oui d'accord, mais on oublie que la part couverte quand même elle est très très significative, et la concentration des dépenses en fonction de l'âge et de l'ALD elle se voit quand même très précisément de notre côté. Donc c'est vrai. Je veux juste voir quel est le contrefactuel dans d'autres pays où si ça n'existait pas. Donc c'est le premier point. Après, même si vous l'avez dit aussi, c'est moyennement dans notre champ d'intervention directe, mais évidemment, ces problématiques-là nous intéressent en termes d'accès aux soins, d'accès aux droits, et puis surtout, évidemment, de protection des assurés. J'ai le sentiment que le double mouvement, alors déjà qu'il y a déjà un peu d'ancienneté, mais le premier de l'accord national interprofessionnel, des couvertures en entreprise, et puis celui plus récent qui est en train de se déployer, qui va se déployer dans la fonction publique, je pense qu'on va devoir mieux mesurer les conséquences de ce que ça veut dire en termes quand même d'une forme de démutualisation entre collectif et individuel, et en termes de public concernés, notamment les retraités. Ça, je pense que c'est un sujet bien réel. Mon appréciation, mais qui est un peu ancienne, parce que c'est des sujets un peu éloignés des sujets dans le champ de responsabilité de la CNAM, c'est que jusque-là, on n'a pas complètement trouvé, au travers des dispositions de la loi E20, de l'application, y compris de ces évolutions que vous mentionnez, on n'a pas complètement trouvé le système qui garantit un renforcement de la mutualisation, et donc un niveau de couverture de sortie dans la durée, lisible, exposant à des restes à charge supportables pour les retraités qui viennent de sortir, et que je ne suis pas complètement au clair sur ce qui va se passer du côté fonction publique. Donc je pense que c'est des sujets sur lesquels on aurait intérêt à approfondir à la fois l'analyse et les leviers, mais qui sont quand même, y compris sur qu'est-ce que ça veut dire sur les décrets loi E20
en termes de nature des contrats, de limitation des tarifs possibles, de champ des garanties. Voilà, c'est éminemment complexe, mais sans vouloir envoyer la balle, je ne doute pas que le directeur de la Sécurité sociale aura un avis éclairé sur le sujet. Et je termine quand même en disant que pour nous, à l'assurance maladie, le principal levier, ça reste quand même la C2S. Donc, est-ce que dans le paramétrage de la C2S, on doit continuer à évoluer en fonction d'une analyse plus fine des restes à charge et de se dire que les barèmes, les niveaux d'aide, etc., ils doivent évoluer en regardant plus finement ce qui se passe du côté des retraités. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut approfondir. Après, c'est aussi des choix qui peuvent avoir des conséquences financières, parce qu'évidemment, si on fait bouger ces curseurs-là, mais je pense que dans les années à venir, voilà, c'est conséquence de l'ANI, de ce qui se passe côté fonction publique, et soit on fait bouger ces textes-là, soit on fait aussi évoluer la C2S. Voilà, je vois pas beaucoup d'autres réponses, en tout cas à relativement court terme. Merci beaucoup. Je propose, le rapporteur a encore quelques questions. Ensuite, je vous passe la parole pour interroger Thomas Fatou. Oui, alors justement sur la C2S, l'adresse nous avait montré, je n'ai plus les chiffres en tête, mais sur le non-recours à la C2S et comment est-ce qu'on peut remédier à ça? Est-ce que vous avez des pistes d'amélioration pour justement faire en sorte que ces contrats puissent être proposés à tous ceux qui en ont le droit? Donc ça, c'est ma première question. J'avais une question sur... Alors, c'est pas directement lié à l'AMO, pardon, plutôt aux AMC, c'est sur les dérives aussi, sur la question de l'optique. On s'est rendu compte aussi que parfois, on sait combien on a de droits de remboursement, par exemple, pour des lunettes par an, et du coup, les opticiens vont au maximum de ce qu'on peut faire, alors que c'est pas réellement ce qu'on aurait dû avoir. Et donc, peut-être que c'est pas directement lié à l'AMO, mais est-ce que vous avez des pistes, justement, d'amélioration peut-être qui nous permettraient de ne pas augmenter les AMC et les cotisations des assurés? Vous parliez tout à l'heure de coût de la santé, que le coût de la santé avait augmenté et que c'était certainement... que la santé avait augmenté dans son ensemble, et notamment la prise en charge de l'AMO. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème? C'est que le coût de la santé a augmenté en France, mais la prise en charge entre AMC et AMO a aussi augmenté. Et donc, du coup, le Français ne se rend pas compte du coût réel de la santé. Et est-ce qu'il n'y a pas une pédagogie à faire sur l'affichage des prix? On en parlait la dernière fois. Avant, on avait effectivement des vignettes à coller et on connaissait exactement le prix d'une boîte de médicaments. Aujourd'hui, en fait, on n'a plus cette vision. On ne sait plus combien coûte un acte de santé. On ne sait plus combien coûte une boîte de médicaments. Et donc, sans remettre en cause la prise en charge qui est importante et qui doit rester importante de l'AMO et de l'AMC, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une pédagogie aussi et une lisibilité sur le coût de la prise en charge de la santé par les pouvoirs publics ou par les complémentaires? Et ma dernière question, et je laisse la parole ensuite à mes collègues, mais c'est plutôt une question un peu provoque. Qu'est-ce que vous pensez d'une AMC publique? Et que pensez-vous d'une proposition de grande sécu? De belles questions pour finir, si vous me permettez. Oui, ça, comment dirais-je sur la C2S, d'abord, je le disais, nous sommes engagés dans toute une série d'opérations d'information et de communication vis-à-vis des bénéficiaires de la C2S, des bénéficiaires potentiels, en lien avec les autres branches, des opérations d'aller vers, de communication, d'information, pour pouvoir augmenter le taux de recours. Par ailleurs, nous mettons en œuvre aussi, bien sûr, les dispositions des lois de financement successives de ces dernières années qui ont progressé dans toute la logique d'automaticité du bénéfice de la C2S. Vous le savez, maintenant, pour les bénéficiaires du RSA, sauf s'ils s'y opposent, on ouvre automatiquement le droit à la C2S. Il y a des choses assez proches pour l'ASPA et d'autres minima sociaux dans ce domaine-là. Donc, cette logique-là, elle produit des résultats avec l'augmentation du nombre de bénéficiaires à la C2S gratuite.
Il faut faire attention, mais là aussi, je crois que c'est plus nos amis de la DSS qui vous diront des choses très précises là-dessus. Quand on regarde les taux de recours à la C2S payante, mais aussi gratuite, il faut faire attention de voir qu'il y a aussi des gens qui sont récupérés par le biais des complémentaires santé, par leur entreprise. Et donc il y a une part non négligeable de gens qui pourraient avoir un recours à la C2S, mais qui sont pris en charge du côté de leur entreprise. Et par ailleurs, aujourd'hui, on a un taux de recours à peu près d'un tiers sur la C2S payante, d'après nos estimations. Malheureusement, ou en tout cas, c'est parfois difficile de convaincre de la nécessité d'aller supporter un peu de reste à charge, puisque par définition, en tout cas dans la couverture complémentaire, parce qu'elle est subventionnée, mais elle n'est pas totalement gratuite, et des arbitrages qui peuvent être faits par les assurés qui considèrent qu'ils ne souhaitent pas sortir cette voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas dans un non-recours au droit classique. C'est pas un droit à une prestation. Vous avez fait des enquêtes là-dessus, parce qu'effectivement, forcément, on se dit, il y en a qui répugnent pour probablement des bonnes raisons à financer le delta, d'autres qui sont récupérés, etc. Donc c'est pas un reste à charge, un non-recours classique. Mais est-ce qu'on a essayé de faire des enquêtes sur les populations concernées, alors même si c'est des populations difficiles à cerner compte tenu de... Je les ai plus en tête, honnêtement, il faudra qu'on regarde. En tout cas, mon souvenir, c'était surtout le sujet de trésorerie immédiat qui est de dire, ok, vous m'aidez, c'est bien, au lieu que ça me coûte 50, 60, 70 euros par mois, ça va me coûter 20, 30, 40, mais en fait, je ne peux pas, ou je considère, ou je ne veux pas sortir cette somme d'argent parce que, voilà, je paierai mes soins par ailleurs, etc. Donc, je regarderai si on a des enquêtes qui étayent ça plus précisément, c'est possible, puisqu'on travaille notamment avec les associations de lutte contre la précarité sur ces sujets-là. Sur l'optique, responsabilisation des assurés et des professionnels. Oui. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons fait un certain nombre de contrôles. Pour la première fois en 2023, nous sommes allés contrôler des magasins d'optique pour vérifier que le cahier des charges du 100% santé était bien respecté. C'est-à-dire qu'en effet, malheureusement, un certain nombre d'opticiens étaient plutôt sur la démarche je regarde votre complémentaire, je regarde à quel niveau, et puis on va pouvoir pousser au max et vous aurez un bel appareil, des belles montures et des beaux verres, et pas complètement sur il y a une offre à 100% santé voilà. Donc on a fait des contrôles, je suis pas venu avec les chiffres directement, mais on est allé contrôler plusieurs centaines de magasins d'optique. On a malheureusement dû faire un certain nombre de pénalités parce que malheureusement il y a une minorité d'opticiens, mais qui ne présentaient pas les appareils 100% santé en vitrine, qui ne proposaient pas des devis, etc. Donc on a fait cette opération-là, qui est ce que nous pouvons faire, et nous avons rappelé largement à l'ensemble des opticiens, à leurs représentants, mais à chacun des opticiens, le fait qu'ils avaient un cahier des charges à respecter, et que voilà, quelque part, ce que la loi, d'ailleurs, et les textes leur demandaient de faire, c'était d'abord de proposer le 100% santé, et puis après, éventuellement, évidemment, de laisser le choix aux intéressés. Mais nous sommes toujours, en effet, dans cette ambiguïté qui est entre le 100% santé et le zéro reste à charge, que propose un certain nombre de contrats complémentaires, et donc de réseaux d'optique, et que l'assuré, lui, quelque part, peut-être, il a en tête le zéro reste à charge. Mais je vous rejoins sur le fait que si durablement, on veut réguler ou modérer l'évolution des dépenses d'optique, il faut essayer de passer par une logique qui n'est pas le zéro reste à charge, mais qui est plutôt des montures et des équipements de qualité. Je le redis, c'est pas les montures entre guillemets à la Sécu, en fer, etc. C'est des choses de qualité. Et bon, on est quand même à 20% aujourd'hui, 20% du marché, 20% des ventes qui comportent au moins soit la monture, soit les verres, un équipement 100% santé. Donc on a finalement, même si ça marche moins bien que sur le dentaire et sur le prothèse, on a quand même, je pense, progressé. Mais à ce stade, nous, on n'a pas beaucoup d'autres leviers. Sur le coût réel de la santé, sujet évidemment important et délicat. D'abord, je me permets de relever, monsieur le sénateur, qu'aujourd'hui, les pharmaciens continuent à faire que sur le dos de l'ordonnance, ils le font, ils ont l'obligation de porter le coût du médicament, etc. Vous dire que les assurés le regardent régulièrement en sortant de la pharmacie, c'est sans doute pas toujours le cas. Mais en tout cas, cette fameuse facturette qui date du milieu des années 2000 de mémoire, elle existe toujours. Nous faisons des efforts, et nous allons encore en faire, pour pouvoir mieux informer les patients sur la réalité des remboursements, parce qu'aujourd'hui,
tout est dématérialisé via le compte Amélie et c'est plébiscité par les assurés, parce qu'il y a 43 millions de personnes qui ont un compte Amélie, 2 millions de personnes qui s'y connectent tous les jours, 2 millions qui s'y connectent tous les jours, donc c'est évidemment massif. Et donc nous voulons notamment leur notifier plus directement l'existence de remboursement, leur faire prendre conscience... Pardon, s'ils se connectent autant sur Amélie, c'est aussi parce qu'ils reçoivent plus de décompte de remboursement. Exactement, c'est bon pour... Et donc je pense que c'était la question C'est pour ça que... voilà, est-ce que par mail, enfin je sais pas, les complémentaires le font, des complémentaires le font peut-être des envois systématiques de mails avec le décompte du remboursement, mais il me semble que vous le faites plus. Non, mais justement nous allons le refaire, puisque normalement d'ici la fin de l'année, nous allons réengager une procédure, alors pour le coup par mail, ou sur une fréquence qui reste encore déterminée, sans doute tous les 10 jours ou tous les 15 jours, nous notifierons un mail aux assurés en leur disant « Vous avez un nouveau remboursement sur votre compte Amélie, allez le consulter ». Je ne vous cache pas que ça répond aussi à des problématiques de lutte contre la fraude, parce que quand on est confronté à des actes fictifs, l'assuré qui ne va pas forcément regarder, il est en tiers payant, bah tiens, il y a un truc qui s'est passé, il n'est pas au courant. Donc ça participe aussi de ça, mais ça rejoint la nécessité peut-être de mieux faire comprendre aux assurés, toucher du doigt, qu'ils ont des remboursements réguliers et que ça représente des montants. Et même s'il ne faut pas aller se connecter, ça sera encore plus simple. Parce que s'il faut après aller se connecter sur le compte Amélie pour aller... C'est tout simple, Madame la Présidente. Vous allez sur le compte Amélie non, il est magnifique ce compte Amélie. Mais dans le mail, j'imagine que de façon automatique, on peut cracher dans le mail la liste des remboursements... Après, on va rentrer dans des sujets de sécurité et d'être sûr de qui reçoit le mail, etc. Bon. Mais on aime bien la sécurité du compte Amélie. Donc après, je me permets, Monsieur le Sénateur, juste de se redire une évidence, c'est que vraiment une évidence. Ce sont les patients malades qui consomment des soins et qui, du coup, évidemment, entraînent des dépenses importantes. Et pourquoi je vous dis ça, c'est que là aussi, il y a une quinzaine d'années, l'assurance maladie avait testé des récapitulatifs annuels de coûts adressés aux assurés, et que ça a un sens, mais quand vous envoyez un malade du cancer, quand vous envoyez un hémophile, quand vous envoyez, voilà, c'est pas le sens de votre propos. Mais juste pour toucher du doigt le fait qu'on est confronté à ça, qu'on va envoyer en disant, monsieur, madame, vous avez coûté 5 000, 10 000, 20 000, 50 000, 100 000, 500 000 euros, parce que, par ailleurs, vous êtes gravement malade. Il faut juste mesurer voilà, ce que ça veut dire et que la réalité des coûts, elle est là. Parce que sur une dépense qui est hyper concentrée. Donc c'est pour ça qu'on est prudent sur ces sujets-là. Par contre, en effet, on doit progresser dans une meilleure information plus fluide sur... Et par ailleurs, ça valorise ce que l'assurance maladie fait, à quoi elle sert, c'est à rembourser des soins. Donc on va progresser dans ce sens-là. Je crois à l'acceptation à l'impôt et à l'acceptation aux cotisations. Et quand on sait que nos cotisations servent à rembourser, y compris lorsqu'on est malade gravement, je pense qu'il y a aussi peut-être une acceptation plus importante. Mais oui, j'entends bien la problématique de ceux qui sont porteurs d'une grosse maladie et qui, du coup, coûtent forcément beaucoup plus à l'assurance maladie et que ça peut poser un problème de leur annoncer le coût réel de leur prise en charge. Mais voilà, c'était dans ce sens-là. En tout cas, je pense qu'il faut continuer à trouver les bons moyens et bien évidemment, dès lors que nous, on entend que c'est gratuit parce que c'est l'assurance maladie, non, c'est pris en charge à 100% par l'assurance maladie, donc voilà, solvabilisé, etc. Sur les deux dernières questions que vous me posiez sur l'assurance maladie complémentaire publique, alors j'aurais envie de vous dire, ça existe déjà, ça s'appelle la complémentaire santé solidaire, elle est sous condition de ressources, donc, et nous en gérons maintenant quasiment plus de 90%, puisque les complémentaires se sont assez largement retirés de la gestion de cette complémentaire santé solidaire pour des raisons financières. Donc voilà, en tout cas, c'est cet embryon, en tout cas, vous avez bien compris la question. Une ALC publique, accessible à tous, avec un corridor tarifaire. Enfin, je ne sais pas. Oui, après ça. Et donc une mutualisation. Assise sur cotisation, assise sur une adhésion, voilà, payante. Pas sur les cotisations. Pour les gens non éligibles à la LC2S, mais avec une mutualisation plus. Alors évidemment. Ça pose de multiples questions. Piloter à l'équilibre, par exemple. La première, c'est est-ce que c'est pertinent, possible et juridiquement possible d'avoir un opérateur public qui propose une couverture complémentaire sur un marché qui est un marché privé, et dans quelles conditions? Je pense que ça pose des questions assez redoutables. L'autre option, c'est d'avoir ce type de contrat systématiquement proposé à titre obligatoire
pas les complémentaires, une sorte d'offre de base, niveau basique. Une offre de base. Mais alors, Toutes les complémentaires seraient obligées de proposer, et avec un dispositif de mutualisation en haut entre les organismes qui perdent et les organismes qui gagnent. Alors, pour moi, ça rejoint, sans vouloir m'échapper, un débat sur les contrats responsables. C'est-à-dire jusqu'où... Je pense qu'il faut se réinterroger aussi sur ces contrats responsables-là, parce qu'ils ont progressivement grossi. Est-ce qu'éventuellement, il faut les revoir, rediscuter leur contenu précisément, et le cas échéant, envisager un premier niveau tel que vous l'évoquez, Madame la Présidente, ça pourrait être un contrat entre guillemets responsable, mais entrée de gamme, puis quitte à ce qu'on en ait un autre. Voilà. Et après, je dis juste quel est l'objectif de cette complémentaire publique, si c'est pas ce qu'on fait via la C2S, c'est-à-dire une complémentaire publique qui s'adresse aux personnes en situation globalement précaire. Est-ce que la puissance publique ou l'assurance maladie publique a vocation à gérer une complémentaire santé de premier niveau pour l'ensemble des assurés ? Encore une fois, sur un marché qui est un marché concurrentiel, ce sont des cotisations privées, ce sont des dépenses privées. Vous aurez bien compris que c'était la question aussi des frais de gestion. C'est-à-dire que quand on est à 4% pour l'assurance maladie et à 20% pour les complémentaires santé, on peut se poser la question, effectivement, oui, si le fait d'avoir une complémentaire santé publique ne nous permettrait pas d'avoir des frais de gestion moindres et peut-être inciter les complémentaires privés à baisser leurs frais de gestion. Sans doute. Mais nous faisons des efforts systématiques. On était même en dessous de 4. Maintenant, on est plutôt à 3, voire en dessous de 3 qu'à 4. Et on était à 5,5 il y a 10 ans. On a supprimé 20 000 emplois en 20 ans. Et les courbes se sont croisées, vous le savez, entre les coûts de gestion des assurances maladie complémentaires et il y a déjà quelques années. Donc, c'est vrai, même s'ils ne font pas le même métier. On ne parle pas exactement de la même chose, quand même. Oui. Non, mais ce que j'allais dire, voilà, ils ne font pas le même métier, ils ne sont pas dans la même situation, ils sont en concurrence, etc. La question qu'on peut se poser, et encore une fois, voilà, si nous on a pu le faire, c'est parce qu'on est un assureur public, et donc voilà, c'est pourquoi le taux de 20% tout de même n'a pas baissé. C'est vrai que ça, c'est un élément sur lequel on peut s'interroger. Voilà, ce taux de gestion n'a pas diminué, le taux en lui-même, alors même que quand même on fait tous des gains d'efficacité sur les systèmes d'information, mais on ne fait pas le même métier, on n'a pas les mêmes structures de coûts, on ne fait pas de marketing de notre côté, on n'est pas en concurrence. Il n'y a pas de résiliation annuelle chez nous, etc. Donc les points de comparaison, c'est pas entre le 20% et le 3%, c'est entre le 20% maintenant et le 20% il y a 10 ans. La grande sécu. Non, je le disais en entrée d'échange. Si nous avions à redéfinir de zéro un système, est-ce que nous construirions un système à 2 étages tel qu'il est aujourd'hui? Je ne suis pas sûr. Après, la réalité de la grande sécu, c'est 30 milliards d'euros tout de même de prélèvements obligatoires de plus, puisque vous transformez de la cotisation privée en taxes, impôts, cotisations, donc en tout cas en prélèvement obligatoire, sachant qu'on est déjà à un niveau relativement élevé dans notre pays. C'est des coûts de transition absolument massifs, compte tenu du fait que c'est un secteur qui emploie plusieurs dizaines de milliers de personnes. Et donc, je pense, une opération qui pose des questions très, très substantielles. En tout cas, ça n'est pas, nous, un scénario que nous avons poussé. Comme je le disais, nous avons plutôt travaillé dans le sens de renforcer la coordination avec les complémentaires santé, y compris sur l'exemple du 100%, et le faire dans d'autres thématiques. Ça pose en plus des questions honnêtement multiples sur quel champ de dépenses on vise. Qu'est-ce qu'on fait sur le champ des dépenses, comme par exemple les 3 milliards d'euros de dépassement d'honoraires, qui ne sont pas un petit sujet. Si vous avez la grande sécu, qu'est-ce qu'elle fait par rapport à ces niveaux de couverture-là? Aujourd'hui, les complémentaires en finance en couvrent à peu près un tiers. Bon, donc, et ça, des sujets comme ça, il y en a quand même un certain nombre. Donc voilà, on a pu mesurer, quand le rapport du HCAM est sorti de mémoire en 2019, qu'il y avait quand même beaucoup de questions autour de ce scénario. Et donc, quelque chose à prendre avec une très grande prudence.
Merci beaucoup, Monsieur Fialer. Moi, je serais plus imprudent, alors, parce que je voulais enfoncer un petit peu le clou. Vous avez parlé un petit peu de la répartition un peu historique qui ne serait pas forcément celle qu'on fait. L'évolution aussi qu'on a vue, c'est l'arrivée du tiers payant souvent, et d'ailleurs, vous parlez des plateformes qui peuvent le faire. Est-ce que, du coup, le ticket modérateur, qui avait une vocation de responsabiliser les gens, a encore du sens quand on est dans le tiers payant? Je ne le crois pas. Et ce que vous dites sur les complémentaires, c'est pas faire de la complémentaire. Aujourd'hui, on sait quels sont les tarifs sécurité sociale qui prennent à 70%, 65%. Si vous prenez à 100%, il restera les dépassements d'honoraires, mais ça, à ce moment-là, c'est une supplémentaire qui interviendrait et pas une complémentaire. C'est-à-dire que si la Sécu jouait son rôle même complémentaire, est-ce que vous avez chiffré combien ça vous coûterait? Parce que certes, ça serait un prélèvement supplémentaire, mais ça serait, avec des frais de gestion moindres, ce serait un pouvoir d'achat supplémentaire pour ceux qui ont à payer aujourd'hui. Et surtout, ça rétablirait une équité qui n'existe pas, puisqu'aujourd'hui, les complémentaires, elles ne se font pas en fonction de vos moyens et en fonction de vos risques et que vous recevez, mais au contraire, que sur des critères qui sont purement économiques. Donc moi, je pense qu'on est là, nous, pour s'interroger et dire est-ce qu'on a un système qui a bien fonctionné, qui avait un état d'esprit vertueux, mais on s'aperçoit qu'il doit être remis en cause aujourd'hui parce qu'on pousse. Vous parliez de tous ces frais de gestion, on les interrogeait. Alors, ils sont obligés de passer, paraît-il, beaucoup d'énergie, d'intelligence, de temps et d'argent à étudier des contrats typiques sur chaque personne, qui n'est quand même pas l'universalité. Et la deuxième chose, ils dépensent aussi beaucoup d'argent qu'on pousse à se faire de la concurrence entre eux. Donc, je trouve que on a un système qui est vraiment pas vertueux. Donc, est-ce que vous avez déjà chiffré combien ça coûterait de faire la complémentaire? Et du coup, combien on allégerait finalement, on donnerait de pouvoir d'achat aux gens à qui on le prélèverait? Alors, je vous rejoins, monsieur le sénateur, sur le fait que aujourd'hui, et a fortiori dans un système où 96% des personnes ont une couverture complémentaire et très largement une couverture responsable, donc couvrant l'ensemble du ticket modérateur, que ce dispositif est d'abord un système de cofinancement, de partage de la charge, et pas un système qui aurait pour vocation de responsabiliser, laissant à la charge des patients une somme pour éventuellement freiner une consommation de soins qui serait, comment dirais-je, inopportune. En se redisant que les enjeux, encore une fois, c'est avant tout l'accompagnement, les parcours de soins des personnes en maladie chronique et pas forcément d'autres choses. Donc voilà, je pense qu'il faut l'assumer comme tel. C'est un partage du financement entre un acteur public et des acteurs privés, sachant que les assurés restent par ailleurs libres de se couvrir ou pas, en tout cas, et de leur niveau de couverture. Si je peux me permettre, l'exemple que vous prenez montre bien que c'est quand même compliqué. C'est-à-dire que dès lors qu'on commence à dire qu'en fait, il y a un champ, il y a une grande sécu avec un champ couvert par cette grande sécu, mais qu'en fait, elle ne va pas tout prendre. Et donc, on va typiquement, on va commencer à avoir des dépassements d'honoraires. Ah là, il y a une supplémentaire. Et donc, on commence à avoir un champ couvert par d'autres acteurs. Et on peut imaginer, c'est ce qui s'est passé historiquement, on a commencé avec 20% de tickets modérateurs, et puis progressivement on est monté, donc on peut imaginer que si on commence la grande sécu, on dit mais il y a des champs pas couverts, au fur et à mesure, on va bouger les curseurs aussi. Donc je continue à penser que c'est quelque chose de très délicat. On n'a pas refait des chiffrages depuis, honnêtement, si je peux me permettre, tous les chiffrages, ils ont été faits par le Conseil de l'avenir de l'assurance maladie, qui a fait les macro-impacts, en gros, entre guillemets, si vous faites la grande sécu, vous supprimez les complémentaires, vous supprimez les frais de gestion, vous gagnez, entre guillemets, quelques milliards liés à ça, et puis après, vous faites des transferts. Mais après, si je peux me permettre, là aussi, d'être un tout petit peu direct, vous supprimez les cotisations complémentaires privées, mais ensuite, il faut que le Parlement vote, par exemple, une augmentation significative de la CSG,
sur les retraités, parce que les retraités qui ne paieront plus de cotisations complémentaires, il faudra qu'ils payent quelque chose à la place. Et je ne vois pas très bien ce que ça peut être d'autre que la CSG. Donc, je ne sais pas, ce scénario-là, il est encore une fois, il peut rendre du pouvoir d'achat parce que le delta, il existe, mais on va augmenter les impôts de 30 milliards d'euros. Donc, en tout cas, je redis, moi, ma grande réserve sur un scénario grande sécu, tel que voilà, les avantages et les inconvénients ont été posés par le Haut Conseil, et je pense que les inconvénients sont substantiels. Merci, Monsieur Reichart. Et puis, Madame Poumirol. Merci, Madame la Présidente. Je voudrais approfondir la question du rapporteur, et tout particulièrement ce que vous appelez la grande sécu, mais finalement la solution que l'on recherche. Vu cette dichotomie actuelle entre l'assurance obligatoire et les complémentaires, et la façon, la tendance lourde, qui est celle que vous venez de rappeler à l'instant, hein, historiquement, est-ce que vous pensez que le système actuel sera vivable encore longtemps ? Lorsqu'on entend un Premier ministre nous annoncer encore des choses là tout de suite, il faudra bien que quelqu'un prenne en charge ce que on va se défaire peut-être, on ne sait pas, de certaines ALD encore. Il faudra bien que quelqu'un fasse face à cela. Donc on voit bien que l'équilibre initial est complètement perturbé, et la tendance lourde à cet égard n'est pas en faveur, clairement, d'une diminution, c'est le moins qu'on puisse dire, plutôt une diminution de la charge pesant sur les assujettis. Donc ma question, voilà, est-ce que vous pensez que ça va être vivable encore longtemps, avec naturellement l'ancienneté qui est la vôtre, et puis le contexte que nous sommes en train de vivre. La deuxième question, je suis un sénateur alsacien. Demain, nous allons auditionner le président du régime local d'assurance maladie. Vous savez, naturellement, vous connaissez ça par cœur. Vous savez que chez nous, on a un système totalement particulier, avec des cotisations différentes. Enfin, tout ça, vous connaissez. On va entendre parler le président demain. Mais je me souviens notamment au moment de l'ANI, une demande avait été faite par cette instance de gestion du régime obligatoire, le régime local d'assurance maladie, en Alsace-Moselle, j'insiste, visant à ne pas passer sous les fourches caudines des mutuelles, comme c'était prévu au départ, mais de permettre à ce régime local de prendre en compte ce nouveau panier de soins à des tarifs naturellement qui n'avaient rien à voir avec les mutuelles. Et je me souviens, c'est plus le même président, mais le président à l'époque nous avait fait, j'étais déjà parlementaire, nous avait fait vraiment le calcul qui montrait que vraiment il y avait aucune difficulté à aller vers une amélioration de ce régime local, prenant en charge ce nouveau panier de soins, parce que financièrement tout le monde y gagnait, Et on nous l'a refusé sur la base d'une décision du Conseil constitutionnel qui interdisait au droit local d'évoluer autrement que dans un sens vers le droit général et non pas en sens inverse. Et il est évident que si on avait été en sens inverse, on éloignait encore le régime local de ce régime général. Alors, franchement, enfin, il vous le dira demain, il est temps que ça change, parce que ce régime local, et je ne vais pas le dire trop fort, parce que sinon vous allez lui prendre tout son argent, non seulement est équilibré, fait des excédents, et cette année, vous le savez bien, dans le cadre du PLFSS, ça fait passer, dans des conditions un peu étonnantes, un régime de prévoyance, je dis étonnante sur le plan constitutionnel, un régime de prévoyance bien meilleur, bien supérieur à celui qui existe à l'heure actuelle, comme on dit nous pudiquement, outre-Vosges. Voilà. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas, excusez-moi d'être aussi direct, réfléchir allez, je vais provoquer, à exporter ce régime local d'assurance maladie que l'on a depuis Bismarck, eh bien, qui a toujours fait la preuve de son succès, mais je vais me faire traiter de Bosch, comme ça m'arrive régulièrement, donc je prends beaucoup de précautions. Voilà. Est-ce que quand quelque chose marche bien ailleurs, il ne faut pas essayer de s'en rapprocher? Et est-ce que
Encore une fois, toute proportion gardée, je sais ce qu'on va nous répondre, que les frais de gestion sont faibles parce qu'il y a aussi l'intervention de la sécurité sociale. Mais la sécurité sociale nationale a des frais de gestion, on vient de le dire à l'instant, de 4%, etc. Donc même inférieur à 4%. Donc, voilà. Donc est-ce qu'il y a un moment, il n'y a pas lieu de réfléchir aussi à la prise en compte peut-être de ce qui marche ailleurs, et ailleurs, ça peut aussi être l'Alsace-Moselle, avant de regarder du côté allemand ou autre. Monsieur le sénateur, la première question, elle me semble assez fondamentale, c'est-à-dire, et en fait, elle dépasse le sujet de qui finance. C'est le sujet de la soutenabilité des dépenses de santé et de leur, entre guillemets, de leur maîtrise ou des choix collectifs qu'on fait pour les financer, etc. Et parce que ce soit un financeur public ou un financeur privé, honnêtement, ça ne change pas fondamentalement la donne. La question, c'est est-ce qu'on, face à une dépense de santé qui mécaniquement aujourd'hui va plus vite que la richesse nationale, parce que la population vieillit, parce qu'il y a plus de maladies chroniques, parce qu'il y a l'innovation, comment on fait? Et donc, je me permets de souligner que les enjeux de la bonne utilisation des ressources de l'assurance maladie, la bonne utilisation des 57 milliards d'euros de prescriptions par exemple les médecins, que la rationalité des parcours de soins, ça c'est assez fondamental. Après, la question de savoir si c'est 80-20 entre le public et le privé, ou que 80 ou que 100% du public, de toute façon, il y a bien quelqu'un qui paye, et l'enjeu, c'est de rendre la dépense soutenable. Nos amis américains, ils n'ont pas de problème de dépenses publiques de santé, mais ils ont un énorme problème de financement de leur système de santé parce qu'il coûte très cher, parce que les coûts sont non maîtrisés. Et donc, voilà, la question fondamentale, me semble-t-il, honnêtement, je le dis avec beaucoup de modestie, je ne suis pas sûr qu'une grande sécu aide beaucoup à la soutenabilité des dépenses de santé à long terme. Parce qu'en réalité, elle sera face aux mêmes défis qu'on a nous, et que un peu moins nos amis complémentaires en santé, mais nous, c'est-à-dire l'organisation des systèmes de soins pour qu'ils soient efficients. Voilà, pour qu'il y ait moins d'arrêts de travail injustifiés, pour que le parcours de soins soit pertinent, pour que les gens sortent de l'hôpital rapidement s'ils peuvent, pour qu'on les accompagne, pour qu'ils soient pris en charge en ville, etc. etc. Donc et c'est pas un sujet, je botte pas en touche, hein, je pense que le sujet fondamental, c'est la dépense de santé, à quel rythme elle va, et si elle va plus vite que la richesse nationale, alors c'est un sujet de long terme, et comment on fait tout pour qu'elle soit efficiente. De couper. Mais il y a quand même cette répartition entre AMO et AMC, dont simplement les charges administratives sont totalement différentes, etc. Est-ce qu'il n'y a pas lieu là, encore une fois, est-ce que j'ai bien compris, hein, la soutenabilité du système dans sa globalité, c'est une chose et c'est fondamental, mais à côté de ça, il y a le système tel qu'il est conçu à l'heure actuelle qui pose quand même problème également. Mais même en se disant que ces coûts de gestion sont un enjeu, c'est 7 milliards d'euros versus une dépense d'assurance maladie aujourd'hui à 250 milliards d'euros. Donc je me permets juste de mettre en regard beaucoup d'argent, mais je pense que les enjeux sont d'abord dans notre capacité à s'assurer de la soutenabilité de la dépense de santé elle-même. Sur l'Alsace-Moselle, vous le savez, monsieur le sénateur, mais d'ailleurs, ça rejoint un peu la question. Si les assurés et les entreprises, comment dirais-je, en dehors de l'Alsace-Moselle, sont prêtes à financer un système qui se rapproche de l'Alsace-Moselle, c'est leur choix. Après, il faut juste se dire que ça veut dire qu'on va augmenter les cotisations des entreprises et des salariés de ce pays. Donc, en tout cas, en dehors du régime local Alsace-Moselle, pardon. Donc, je ne sais pas ce qu'en penseraient les représentants des employeurs. Je pense qu'ils ne seraient pas absolument enchantés. Et donc, voilà, il se trouve que nous assurons la gestion pour le compte du régime local de la prise en charge. J'ai l'occasion d'échanger régulièrement avec les équipes là-bas et que le système fonctionne très bien. Il doit faire plus de prévoyance, plus de prévention également. Il s'engage là-dedans. Mais je pense que là aussi, en termes d'impact sur les cotisations, une exportation de ce modèle poserait des questions qu'il faudrait poser, encore une fois, aux représentants des syndicats de salariés et des employeurs pour savoir ce qu'ils en pensent. Mais ça dépasse aussi ma condition. Madame Poumirol. Oui, merci Madame la Présidente.
Désolé, Monsieur Fadom, parce que je vais insister encore sur le même thème, parce que c'est vraiment un thème qui me paraît fondamental. Et vous parliez du problème de la soutenabilité financière de la sécurité sociale. Je dirais qu'il y a un volet quand même. Alors effectivement, le vieillissement, l'augmentation des pathologies chroniques, etc. On connaît tout ça par cœur. Mais je pense qu'aussi il devrait y avoir un changement de paradigme sur le fait que la sécurité sociale aujourd'hui est à 97% curative, 3% prévention, et je ne parle même pas du dépistage, et qu'on a des efforts à faire vraiment en matière de prévention pour vraiment faire qu'on change vraiment notre façon de penser. Et je pense que c'est vraiment important au niveau de tous nos concitoyens, c'est que la prévention devienne vraiment une priorité. C'est un peu comme l'énergie qu'on n'a pas dépensée. La meilleure économie d'énergie, c'est celle qu'on n'a pas dépensée. Hein, et en santé, c'est un petit peu pareil. Alors, je voulais revenir, moi, sur effectivement le 100%, la grande sécu, comme on voudra l'appeler. Moi, j'ai le sentiment que autant les mutuelles ont eu au début de leur création une vocation mutualiste, vraiment. C'est un petit peu comme les coopératives agricoles. Elles ont beaucoup évolué et il me semble qu'aujourd'hui, les mutuelles sont des financiers à but lucratif, comme tout autre financier. Ce sont des assureurs privés, pour la plupart, qui font et qui ont donc besoin d'un taux de rentabilité. Vous avez parlé à plusieurs reprises, pour beaucoup de différences de frais de gestion, c'est quand même pas par hasard, hein, qu'il y a quand même des frais à 20% au lieu de 4%. Et si en 10 ans, ça n'a pas du tout bougé, alors qu'on a fait des progrès au niveau numérisation, digitalisation, etc., enfin, pour moi, ça me paraît suspect. Et donc, il me semble que même si effectivement, il faudrait augmenter la cotisation obligatoire des employés, salariés, des agents, etc., pour avoir ce 100% sécu, ils n'auraient pas cette part de mutuelle qui leur grève leur pouvoir d'achat tous les mois, et de façon importante. Et moi, j'ai eu comme ça affaire quelquefois à des patients où c'était scandaleux, qui avaient droit à la LD, qui avaient donc tout pris en charge par la sécurité sociale, et qui, à côté de ça, payaient 150 € par mois de mutuelle parce qu'on leur vendait qu'il fallait, s'ils étaient opérés, etc., etc. Enfin, des salades auxquelles les gens ne comprennent rien. Et comme ils ont peur, ils prennent le maximum de la mutuelle. Et je trouve que là que c'est vraiment une marchandisation qui ne me convient pas. Donc, est-ce qu'on pourrait avoir vraiment une étude financière de ce que ça coûterait? Je comprends bien que c'est compliqué de voir comment on pourrait transférer tout ce qui est géré aujourd'hui, la part de mutuelle, sur une part globale. Mais quand je vois en plus, si vous voulez, aujourd'hui, la dérive, vous parliez de la soutenabilité du budget Sécu. Et quand on voit aujourd'hui la dérive que l'on note partout sur la financiarisation de la santé, on en parlera demain matin, je pense, avec vous, qui est un fait pour les cliniques privées, pour les laboratoires maintenant, qui attaque la radiologie, qui s'attaque au secteur de soins primaires. Il me semble qu'on aurait tout intérêt à avoir un 100% public qui garantisse vraiment un accès aux soins pour tous, quels que soient ses revenus, égalitaire sur l'ensemble des territoires. Alors, je sais que ça demande des transformations importantes, mais il me semble que si on n'y travaille pas, si on n'a pas la volonté politique de le faire, on ne le fera pas. Et il me semble qu'on devrait avoir la volonté politique aujourd'hui d'aller dans ce sens-là, surtout quand on voit, je vous dis, hein, ce problème de la financiarisation, mais on en reparlera demain, qui est vraiment quelque chose qui explose, parce que ça explose dans quelques années de façon très importante. Voilà, donc, est-ce que vous avez dans vos... Je sais que c'était un moment une idée du président de la République, le 100% santé. Est-ce que vous l'avez travaillé vraiment, et pour qu'on puisse dire c'est vraiment impossible? Vous dites c'est difficile, je comprends, hein, mais est-ce que c'est vraiment impossible, ou est-ce qu'on manque de volonté politique là-dessus? Peut-être sur les trois séries de questions. D'abord, un tout petit mot pour vous dire que sur la prévention, ça fait partie de nos axes vraiment prioritaires d'action. Nous, on s'est fixé 4 priorités, notamment pour cette année, mais qui ne vont pas s'arrêter complètement l'année prochaine. Le dépistage
le dépistage des cancers organisés, puisqu'on reprend toute l'invitation des dépistages organisés et on est en train de monter des opérations massives. Ouais. Excusez-moi, je ne confonds pas dépistage et prévention. Dépistage, oui, c'est une chose, prévention, c'en est une autre. Pardon, mais c'est quand même un des éléments du dépistage. Un des éléments de la prévention, c'est quand même d'aller se faire dépister suffisamment tôt. Donc après, il y a prévention primaire, secondaire, tertiaire, mais je pense que ça en fait partie quand même. Donc la vaccination, j'allais vous dire dépistage organisé des cancers, vaccination, santé des enfants et bilan de prévention. C'est notre 4 axes. Et ce qu'on a fait sur le Covid, sur le aller vert, on est en train de le faire massivement sur le dépistage organisé des cancers, puisqu'on reprend tout le circuit des invitations, on est en train de monter 7 plateformes d'appel sortant vers les assurés et on est en train d'appeler tous les jours des dizaines de milliers de personnes qui ne se font pas dépister sur les cancers pour et aller jusqu'à leur prendre les rendez-vous. Donc, et sur la prévention, pardon, en complément, ce ne serait pas possible de mieux articuler les choses, enfin qu'il y ait une articulation avec les actions des complémentaires? Si, tout à fait. Parce qu'on a quand même l'impression qu'il y a la Sécu qui a ses programmes et ensuite chacun prend ses initiatives un peu dans son coin de manière plus ou moins efficace. En tout cas, c'est souvent d'ailleurs un argument de commercial entre les AMC. Quoi. Si vous voulez, c'est du commerce, oui. Si je peux me permettre, de notre côté, nous, on n'invente rien sur ces sujets-là. On met en œuvre la politique de santé publique du gouvernement. Et donc, on déploie les priorités de santé publique. C'est pour ça que c'est pas très original. Dépistage organisé, vaccination, santé des enfants, bilan de prévention, etc. Moi, j'ai proposé, j'ai dit aux organismes complémentaires, mais rien ne vous empêche de vous emparer de ces thématiques et de vous inscrire dans ces thématiques-là. Honnêtement, si on va tous dans le même sens sur ces sujets-là, personne ne les empêche de le faire. Comme l'a dit Madame Poumirol, dans la prévention, il y a ces grands axes-là, assurés par la Sécu, mais la prévention, c'est beaucoup plus large. Oui, mais par exemple... Et on pourrait se dire qu'il y ait, sur les autres sujets, une coordination de façon à se répartir un peu les rôles dans le cadre d'une politique nationale, bien sûr. Pardon, je prends quand même mon exemple du dépistage organisé, qui est un enjeu de santé publique majeur, sur lequel on est en retard en France par rapport à d'autres pays sur les taux de dépistage. Moi, on s'en est parlé en plus avec des complémentaires santé, on serait très heureux que les complémentaires santé, par exemple, qui ont des canaux de contact dans les entreprises que nous n'avons pas, nous, assurance maladie obligatoire, puisque nous, on a une approche individuelle, relayent ces messages sur l'importance de ces dépistages organisés vis-à-vis des salariés des entreprises qu'elles couvrent. Honnêtement, c'est pas compliqué. Elles n'ont pas besoin d'autorisation, elles n'ont pas besoin d'inventer quelque chose. Elles peuvent le faire librement et elles n'ont pas besoin de données très compliquées, très particulières, etc. Elles peuvent le faire. Donc, moi, je vous rejoins sur le fait qu'on gagnerait peut-être à formaliser davantage entre nous une espèce de programme de prévention partagé dans lequel l'assurance maladie obligatoire complémentaire se dise voilà les sujets sur lesquels on va y aller ensemble. Chacun a ses canaux de contact, chacun a son mode de travail avec ses assurés, ses bénéficiaires, mais on va porter ensemble les mêmes messages. Mais honnêtement, personne ne bride personne dans ce sens et n'interdit aux complémentaires santé de le faire. Sur le deuxième sujet, moi je rejoins quand même le fait que je pense que la rediscussion autour du contrat responsable est un sujet qui n'est pas négligeable. Je ne sais pas si les représentants des complémentaires l'ont évoqué auprès de vous, mais voilà, et pour y avoir contribué dans une vie antérieure, je pense qu'aujourd'hui, il faut se reposer les questions de savoir est-ce qu'on donne un peu de souplesse, est-ce qu'on a différents niveaux, parce que du coup, ça aboutit quand même à avoir un peu rigidifié un contrat qui quand même, du coup, évidemment, coûte parce qu'il couvre assez largement. Et est-ce qu'on ne peut pas donner davantage de souplesse aux assurés de choisir éventuellement des contrats moins chers parce que couvrant moins? Après, ça couvrira moins, il n'y a pas de secret. Ça, c'est un sujet qui nous semble intéressant d'avoir. Le contrat fonction publique, le contrat fonction publique, il va contribuer à élargir la palette. Non, mais après, les contrats collectifs aussi. Si le cahier des charges du contrat responsable évolue, le reste va suivre. Donc voilà. Et après, non, mais après, je le redis, sur les estimations financières, on n'a pas refait de nouvelles estimations que ce qui avait été fait pour le travail du HCAM, donc pas d'autres nouveautés là-dessus. Oui. Monsieur Herbert. Monsieur Mériou, pardon.
Je croyais avoir... Pardon. Jamais le coût global de la santé n'a été aussi important. On parle de 56 milliards. Et il me semble que jamais autant de Français, notamment parmi les plus défavorisés, sont dans l'incapacité de se soigner. Je ne parle même pas de la difficulté de trouver des professionnels de santé, mais beaucoup de catégories défavorisées n'ont pas de mutuelle complémentaire et donc renoncent aux soins. C'est vrai pour les soins dentaires particulièrement, mais pour tout ce qui est vue, audition, etc. Donc ça, c'est la première question. La deuxième question, ça a déjà été évoqué par ma collègue, mais on parle de 20% de coûts de gestion sur les mutuelles. Est-ce que ce chiffre, il est vérifié par le ministère? Est-ce qu'il y a quelqu'un, une autorité qui attire l'attention ou pas aux mutuelles en leur indiquant, expliquez-nous comment on arrive à un tel taux de frais de gestion? Parce que c'est payé par l'ensemble des malades. Et le troisième point, c'est est-ce que vous avez... droit au chapitre quand il s'agit de fixer, alors je ne parle pas du coût des consultations, quel est l'élément de base, mais le coût des médicaments, par exemple, le prix de vente des médicaments, ou le coût, la facturation de tous les actes médicaux. Parce qu'on a l'impression là aussi qu'il y a, avec les dépassements, je ne parle même pas des dépassements d'honoraires qui aujourd'hui ne sont plus l'exception, mais la règle, dès lors que l'on est sur des soins un petit peu importants. Voilà. Toutes ces choses-là, moi, me font penser qu'il y a une réelle rupture sociale au niveau de l'accès aux soins, qui est quand même un élément majeur de notre société. Sénateur, peut-être personne ne pourrait dire évidemment qu'il n'y a pas des situations de difficultés d'accès aux soins, que ce soit pour des raisons territoriales ou que pour des raisons financières. Mais je me permets quand même dans le même temps de partager avec vous que nous sommes un pays où 5,8 millions d'assurés ont une complémentaire gratuite, qui est la complémentaire santé solidaire. 1,6 million de plus ont une complémentaire santé partiellement payée par la puissance publique. Donc ça fait déjà plus de 7 millions de personnes. Plus de 12 millions d'assurés ont une couverture à 100% grâce au système des affections de longue durée. Et donc, ce qui n'épuise pas le sujet de reste à charge, mais tout de même offre un niveau de couverture très significatif d'un panier de soins qui, par ailleurs, quand on regarde ce qui se passe dans les autres pays, est quand même considéré comme étant très large. Tout médicament, un tant soit peu coûteux dans notre pays, est pris en charge à 100%. Si vous avez un acte à l'hôpital qui dépasse 120 €, il est pris en charge à 100%. Donc c'est quand même pour se dire que bien sûr que voilà, mais que donc voilà, la capacité à offrir à nos assurés un niveau de couverture élevé et donc un accès aux soins relativement facile. Et je ne nie pas les tensions qui existent aujourd'hui dans le système de soins, elles sont significatives. Je pense qu'il faut quand même, si je peux me permettre, montrer qu'il y a une performance du système de couverture et un investissement d'ailleurs public qui aboutit à des résultats quand même assez significatifs. 96% ont une complémentaire santé dans notre pays. Près de 7 millions ont cette couverture sponsorisée par la puissance publique. Et un système, encore une fois, des ALD qui joue un rôle massif. Donc je pense que c'est quand même un élément de performance dans l'accès aux soins de notre pays qu'il faut quand même mesurer. Et encore une fois, regardez ce qui se passe chez nos voisins. Il y a un rapport France-Allemagne qui vient de sortir sur la comparaison des deux systèmes de santé. Je pense que voilà, c'est l'IRDES qui a fait ça pour ouais. Voilà. Et si vous regardez, y compris sur des champs récents sur lesquels on avait des difficultés d'accès aux soins très substantielles, le 100% santé, c'est quand même sur l'audioprothèse près de 750 000 personnes en plus qui ont bénéficié d'une audioprothèse. C'est aujourd'hui des prothèses dentaires qui, pour plus de la moitié d'entre elles, sont au panier sans reste à charge. Et je donnais les chiffres sur l'optique. Donc là aussi, les progrès qui ont été faits depuis 2019 sur l'accès aux soins sur ces sujets-là, qui étaient historiquement des sujets sur lesquels il n'y avait pas d'accès aux soins parfois parce que des gens renonçaient parce qu'ils avaient un reste à charge élevé, on a quand même fait des progrès très importants sur l'accès aux soins. Je pense que je voulais les partager.
Je reviens pas sur le sujet des frais de gestion des organismes complémentaires. Honnêtement, c'est pas nous qui sommes en charge de réguler ça. Ils obéissent à des règles prudentielles qui sont édictées par l'État et sous le contrôle de l'autorité prudentielle. Donc voilà, ça n'est pas dans mon champ de responsabilité. Et sur le... Pardon, du coup, j'ai pas bien pris en note votre troisième question. Sur les tarifs et les prix. Ah oui, bien sûr, pardon. Oui, enfin, nous sommes membres du comité économique des produits de santé, donc qui réunit les financeurs, les directions du ministère de la Santé et de Bercy, et qui négocie le prix des médicaments avec les industriels. Donc nous sommes partie prenante de cette instance collégiale qui participe à la négociation. Donc voilà. Et enfin, en matière de lutte contre la fraude, vous avez des actions concertées avec les complémentaires qui peuvent dire qu'elles sont, enfin voilà, qu'elles payent un peu à l'aveugle et on dit que le rôle essentiel c'est le vôtre puisque vous remboursez le premier euro, quoi. Mais est-ce qu'il y a des collaborations? Alors, il y a des collaborations, mais on a entrepris l'année dernière d'essayer de les renforcer. Y compris d'ailleurs en lien avec la direction de la sécurité sociale sur pourquoi pas essayer de faire évoluer le cadre législatif qui est assez contraignant en termes de gestion notamment des données. Donc c'est des chantiers qui pour le moment n'ont pas abouti, mais sur lesquels on souhaite pouvoir avancer sous l'égide de la DSS et peut-être en perspective du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Dans votre réponse écrite, vous pourrez... Oui, on pourra étayer ça. Oui, tout à fait. Après, on a la difficulté, c'est que les complémentaires santé ont logiquement une entrée évidemment par les assurés, ou là où nous, quand on mène un certain nombre de contrôles, ça peut se faire parfois sur des assurés, mais c'est aussi souvent sur des professionnels de santé qui, évidemment, prennent en charge des assurés qui ont, du coup, des multiples complémentaires santé. Et donc, la question du partage d'informations opérationnellement, elle est quand même assez complexe. Maintenant, si on trouve les moyens de mieux faire face à des risques de fraude, prenez l'exemple des audioprothèses. On a lancé un programme de lutte contre la fraude sur ce sujet-là parce que nous avons repéré des fraudes importantes. Je verrai que des avantages à ce qu'on partage mieux les éléments avec les complémentaires santé. Mais qu'est-ce que ça veut dire? On se retrouve avec, mettons, malheureusement, un audioprothésiste frauduleux. Il va avoir, éventuellement délivrer des produits à différents assurés qui ont chacun une complémentaire santé. Comment on diffuse l'information? C'est des sujets opérationnels et juridiques qui ne sont pas négligeables, mais on vous détaillera ça dans la réponse écrite, si vous le souhaitez. Vous avez d'autres questions, monsieur le rapporteur, mesdames et messieurs les sénateurs? Non? Ok. Eh bien, merci beaucoup, monsieur le directeur général. Merci beaucoup, madame. Merci à vous. Bonne soirée.